Moi, genrer mon enfant, par exemple, c'était quelque chose qui me pesait. Je pense particulièrement parce que je suis non-binaire, les sujets du genre, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Et donc, des années avant d'avoir un enfant, je m'intéressais déjà à la façon dont on pouvait élever nos enfants de la façon la plus libre possible pour que chaque enfant puisse trouver sa propre personnalité au-delà des petites cases dans lesquelles on essaye de nous faire entrer. On a beau essayer d'offrir des jouets, des vêtements, etc. Non-genrés, on voit très bien que le sexisme, il existe toujours et que les enfants à 3 ans sont déjà en train de dire c'est un truc de garçon, c'est un truc de fille. Je me suis dit, concrètement, en France, avec notre langue française ultra genrée, avec notre culture, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'avais décidé, pour retarder le plus possible le moment où la société, où mes proches allaient projeter une vision genrée sur mon enfant, avec tout son lot de stéréotypes, de compétences et de traits de personnalité fantasmés, de ne pas donner le sexe de mon enfant pendant ma grossesse. La socialisation des enfants, faire grandir des enfants, c'est leur montrer un modèle, ce qui est déjà du coup notre vision du monde. Quelqu'un qui va être plus dans les arts va peut-être donner plus des crayons et donc son enfant va développer une appétence pour le dessin. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est naturel pour les parents d'influencer leurs enfants, d'imposer des choses à leurs enfants. Moi, ma vision du monde, elle a pour objectif de laisser mon enfant le plus libre possible. Avant d'être adulte, on a été enfant. Et en fait, du coup, on a internalisé toutes les façons genrées avec lesquelles on socialise les enfants. Et donc, en tant qu'adulte, quand on se retrouve face à un enfant, c'est un peu un réflexe de reproduire ce qu'on nous a donné. Et même si on a la volonté de changer ça, c'est pas toujours évident. Et moi, je le vois, c'est qu'à un moment, j'ai connu effectivement le sexe du fœtus, qui était quelque chose que j'avais pas prévu à la base, mais bon, c'est une longue histoire que vous pourrez découvrir dans le podcast. Et j'ai dû me battre un petit peu contre moi-même au début pour réapprendre à utiliser des termes moins genrés. Il faut beaucoup de bienveillance envers soi-même quand on veut sortir des normes et essayer quelque chose de nouveau, parce que notre cerveau, il est juste pas habitué et c'est complètement normal et ça prend du temps. Une des choses pour moi qui me semble le plus importante, et j'explique ça dans le podcast à travers plusieurs études, c'est de dégenrer le langage. On ne va pas dire ma fille ou mon garçon pour parler de Jo, mon enfant, on va dire mon enfant. Et je vois bien qu'il y a des gens qui sont incapables. C'est comme si c'était plus impersonnel. Les gens ont du mal, à utiliser ce terme. Donc ça, c'est un défi. Et puis, il y en a juste qui, ne voient pas l'intérêt, qui n'ont pas envie. Après, les autres problèmes, c'est les papiers administratifs. C'est le fait qu'en France, on soit obligé de déclarer un sexe à la naissance, qui est quelque chose qui est décrié par l'écrasante majorité des associations trans notamment. Mais à chaque fois que j'inscris mon enfant à la crèche, il faut donner du coup le sexe qui est sur les papiers. Du coup, le langage des gens à la crèche change. Au lieu de dire, je sais pas, Jo mort. Je ne dis pas que Jo mort, c'est un exemple. On va dire, Jo est un bip qui mord. C'est rallonger la phrase pour spécifier son genre assigné. Ça n'a pas d'utilité et pourtant c'est rappelé constamment. Et moi, à chaque fois, je suis là genre, Jo l'entend, Jo comprend. Et donc Jo se dit, ah oui, il y a cette donnée qui est importante parce qu'on l'utilise tout le temps pour me décrire. Le fait d'apprendre aux enfants qu'ils ont un genre et le fait de projeter nous-mêmes une certaine image qu'on a des filles et des garçons, ça va aiguiller un petit peu les compétences que les enfants vont apprendre ou leurs traits de personnalité. Quand on joue à la cuisine ou à la poupée, plutôt des jeux vers lesquels on pousse les filles, on va apprendre à développer le care, c'est-à-dire le soin des autres, l'empathie, le langage, etc. Si on pousse plutôt vers des jeux de motricité, vers des jeux d'extérieur, vers lesquels on pousse plus les garçons, on va développer du coup plutôt le fait de savoir prendre de la place de s'imposer dans la société. Et d'ailleurs, on voit aussi que les garçons sont plus violents en crèche et que leur violence est tournée vers les garçons. Donc on peut pas dire que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose, cette violence, que les enfants apprennent. Sinon, ils seraient aussi violents vis-à-vis des enfants qui leur ressemblent à l'identique physiquement et qui sont juste dotés d'une jupe, quoi. Apprendre le patriarcat, apprendre le fait que les garçons sont supérieurs aux femmes, qu'on a des rôles non seulement différents, complémentaires, mais aussi du coup hiérarchiques. Pour que ce système fonctionne, on doit se couper des sentiments. Les filles doivent apprendre à ne pas trop exprimer leurs opinions et les garçons doivent apprendre à se couper de leur empathie pour accepter d'être dans cette position de supériorité dans laquelle du coup on dénigre la moitié de la population. Permettre aux enfants de s'exprimer mieux, de ne pas se couper de leurs sentiments, notamment de leurs émotions, comme c'est bien trop souvent le cas, et donc créer une future génération plus épanouie et plus à même de communiquer. Et c'est ça qui va réellement faire tomber le patriarcat. On n'a pas de preuves réelles, scientifiques, que les garçons aient une appétence particulière pour les voitures et les filles pour les poupées. Ça n'a rien à voir avec notre nature d'homo sapiens. C'est juste complètement aberrant. Donc ça, c'est très clairement quelque chose qu'on apprend
aux enfants, que ce soit en leur offrant certains jouets, en leur mettant à leur disposition certains jouets, mais aussi souvent de façon complètement inconsciente. N'importe quel parent, même féministe, inconsciemment, par un petit geste du visage ou du corps, va faire passer son excitation ou sa tristesse que son enfant joue avec certains jeux. Les enfants sont tellement forts pour voir les tout petits signes en fait qu'on va leur montrer. C'est avec ça que les enfants se nourrissent pour apprendre les règles de la société. Et donc nous, on n'est pas en capacité en fait de contrôler nos émotions à ce point-là pour que les enfants ne détectent rien. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que le rose maintenant soit une couleur complètement interdite aux garçons et omniprésente chez les filles? En 100 ans, la garde-robe des enfants a complètement évolué en fonction de nous, l'évolution de notre regard sur les enfants. Nos grands-parents étaient habillés en blanc, les garçons étaient en robe jusqu'à un certain âge. Progressivement, on a arrêté de les habiller en blanc comme des êtres neutres, asexués, qui seraient des petits anges, quoi. C'était un petit peu la vision qu'on avait d'eux. Et on a commencé du coup à les genrer de plus en plus tôt, ce qui était inconcevable auparavant. Et puis, il y a eu cette question à un moment de la couleur. En France, en Europe, souvent, on disait le rose, c'est un rouge léger. C'est la couleur de la passion, du pape, la couleur d'homme. Le bleu, c'est la couleur de la Vierge Marie, de la douceur. Donc ça, c'est pour les filles. Finalement, c'est le rose qui est devenu la couleur des filles, le bleu qui est devenu la couleur des garçons. Surtout à partir des années 80, là on s'est dit il faut vraiment qu'on capitalise dessus pour faire acheter aux parents. Je pense que les adultes qui ont grandi dans les années 80, début 80, se rappellent que leurs vêtements n'étaient pas du tout aussi genrés qu'aujourd'hui et qu'on récupérait facilement les vêtements des grands frères, des grandes sœurs, alors que maintenant c'est quasiment impossible parce que les vêtements sont tellement genrés. C'est pas que une question de couleur, c'est aussi un petit motif, une coupe, les vêtements des filles sont beaucoup plus serrés que les vêtements des garçons. Plein de petites choses qui font que maintenant, depuis les années 80 et l'explosion à ce moment-là des techniques marketing, il est pratiquement impossible d'avoir des vêtements qui sont acceptables pour les filles et pour les garçons. Un des autres aspects par lesquels les enfants apprennent la vie en société, en fait, ce sont les histoires qu'on leur raconte. Quand on lit ces livres, dans l'écrasante majorité, ils nous montrent une société qui n'existe pas. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde est blanc, tout le monde est valide, tout le monde est mince, tout le monde est hétéro, personne n'a de problème d'argent, personne n'est trop riche non plus. Donc les enfants, à force de répétition, ne voient pas d'autres modèles et donc ne pensent pas qu'il y a d'autres modèles. Les histoires d'enfants ont toujours évolué avec leur temps et là on est en train de voir une nouvelle génération de livres avec plus de diversité qui est en train d'arriver. On est toujours sur un jeu de balancier, on dégenre à la maison, mais peut-être que vis-à-vis de ce que les enfants vont apprendre à l'extérieur, il faut au contraire apporter l'attention sur le genre et dire aux enfants, expliquer pourquoi les filles sont moins représentées, pourquoi ailleurs des gens leur ont dit c'est pour les garçons, c'est pour les filles, sans blâmer, ça ne sert strictement à rien, ça va juste faire que tout le monde se braque. Les enfants vont apprendre en nous imitant. Donc si on donne un poupon à un garçon, mais que le père ne s'occupe jamais en fait des enfants, ça va créer une dissonance chez l'enfant. Si vous avez envie d'adopter une éducation qui sera plus ouverte sur le genre, c'est de faire les choses qui nous permettent de nous sentir à l'aise, bien dans nos baskets en tant que parents. Et moi, genrer mon enfant, par exemple, c'était quelque chose qui me pesait, qui ne me rendait pas à l'aise. Certes, ça nécessitait parfois des petits moments de réflexion, comment est-ce que je vais formuler ça, etc. Je donne un exemple dans le podcast où, à force de dégenrer, je faisais des phrases qui ressemblaient à rien, genre regarde, il y a l'enfant avec son parent. Enfin, ça sonne complètement ridicule. J'ai réalisé qu'au bout d'un moment, j'ai fait en fait, j'en ai rien à faire que les gens pensent que je suis bizarre dans le parc, parce que moi, je me sens bien dans mes baskets en donnant ça à mon enfant.